So welcome to all of you. I think a lot of people were thinking there was a break before we continue with the presentation. I'm very happy to be here. I'm Benoît Egon. I'm working for Ternet. Je suis Benoît Egon, je travaille pour Ternet. I'm a French journalist. And during this session, we will try to know how the robots we are speaking since this morning are becoming companion to farmers. So there is many ways to see it. What we will see together is that there are now in the fields concrete applications, concrete robots, some of them very specialized. For example, we've got one sample coming on the stage with us right now. And there are also other robots who are more multi-purpose platform vehicle, I will say, which we can then add tools on it. But there is one common point to all the people on the stage, and also I think in the room for some points. It's a passion for agricultural robotics. And also everybody here in the room wants also to make robots that will serve and help farmers in their all-day lives. Mainly on two main points, penability, we heard it a lot in this morning, but also profitability. In the next hour and a half, we will see different robots from different companies from different sides. This morning we heard a lot of big manufacturers, what are they doing in the terms of robotics. And our first guy now will be Gérard Danibert, who's marketing directors and communication for Kubota Europe. Look, Kubota is also a big player worldwide in agriculture, and he will show you what they are working right now on it. Gérard, your turn. Thank you. It's okay, the sound? Yeah. Bonjour, mesdames et messieurs. Good afternoon, everybody. Good afternoon, should I say? Just some more about the vehicle autonomous. Je vais vous parler du véhicule autonome vu par Kubota. Et j'utilise le terme véhicule qui est plus large que tracteur. L'objectif étant d'élargir un peu le débat. Je vais dérouler ma présentation en 3 points. Le premier point, juste quelques mots sur Kubota, que faisons-nous. Le deuxième point, c'est les solutions véhicules autonomes. Et enfin, le troisième point, quelque chose d'un peu plus concret, que nous appelons le Team Tractor Implement Management. Quelques mots sur Kubota. Tout d'abord, quel est notre cadre de référence? Kubota est une entreprise assez ancienne, née en 1890, et le développement de Kubota se fait sur 3 axes. Notre premier axe est de contribuer à alimenter en eau saine les populations dans le monde. C'est un axe qui est peu connu en Europe, mais c'est le premier point de développement de Kubota. Kubota est à l'origine d'une fonderie, et les premiers développements étaient des conduites d'eau en fonte ductile, c'est-à-dire résistante, notamment dans les pays sismiques comme le Japon, pour acheminer l'eau. Le deuxième axe, c'est l'agriculture. Nous voulons être un acteur majeur et contribuer à produire une nourriture saine, de qualité, en rationalisant les pratiques agricoles et culturales. Le troisième pilier de notre cadre de référence, c'est contribuer à aménager notre cadre de vie, notre environnement. C'est dire que donc ce cadre de référence est ambitieux et fait appel à la vie, à l'humanité dans toute sa grandeur. Quelques mots et quelques chiffres sur Kubota. Kubota, c'est une entreprise importante, née en 1890, présente sur tous les continents, dans 110 pays. Son chiffre d'affaires moyenne est de 1500 milliards, pour faire simple, 13 milliards d'euros, dont environ
35% sont réalisés au Japon et 65% sont réalisés hors du Japon. Et nous sommes 35 000 salariés. La répartition de notre business dans le monde, marché intérieur 35%, États-Unis 28%, l'Asie 19%. La partie la plus dynamique de notre business aujourd'hui est très clairement l'Asie, et particulièrement dans la production de riz. L'agriculture est un axe essentiel dans notre engagement agricole. L'Europe, faisons 13% du business de Kubota, et le reste du monde 5%. Alors, Kubota, un peu d'histoire. Kubota est connu en Europe pour deux types de produits essentiellement. Les tracteurs compacts qui équipent les paysagistes et collectivités locales, et puis les mini-pelles qui équipent aussi paysagistes, collectivités locales et tous les gens qui font du BTP. Mais Kubota, depuis le premier jour, est dans le machinisme agricole et fabrique des tracteurs. Le premier tracteur Kubota, en référence, était T15, est né en 1960. Nous avons le même âge, lui et moi. C'est vous dire donc qu'il y a une expérience agricole importante. Kubota est arrivé en Europe en 1974. Et les premiers produits vendus en Europe ont été des produits pour faciliter la création, l'aménagement, l'entretien des espaces verts. This is why very often it developed micro-tractors. Juste pour faire simple, le principal équipement de tonte des paysagistes et collectivités locales jusque dans les années 75-80, c'était les tontes agriculteurs marchands. Kubota est arrivé avec le premier véhicule autoporté dans les années 80, G2, G3, et évidemment a complètement révolutionné la pratique de la tonte du gazon. Kubota, depuis 10 ans, veut se développer en agricole en Europe sur 3 axes. Le premier axe, la première typologie de marché, c'est le tracteur étroit, vigne et verger. C'est pour ça que j'ai mis cette photo. La deuxième typologie, c'est la polyculture élevage, tracteur de cours de ferme dans les bâtiments de ferme destinés à la production de lait et de viande. Et le troisième axe, c'est la grande culture. Et là, nous produisons des tracteurs en France depuis maintenant 3 ans dans une usine près de Dunkerque, dans des puissances de 130 à 170 chevaux. Donc, c'est vous dire que l'engagement agricole il est très fort et très important. Cependant, n'oublions pas nos origines. Les tracteurs que nous avons vendus comme tracteurs compacts espace vert en Europe étaient à l'origine des tracteurs agricoles pour travailler dans les rizières. Et nous sommes un acteur majeur au Japon dans la production de riz, puisque nous représentons environ 50% du business du machinisme agricole au Japon. Nous sommes un producteur d'environ 43 000 tracteurs de plus de 60 chevaux, c'est-à-dire agricoles, dans le monde. Nous ne fabriquons pas que des tracteurs. Le deuxième type de véhicule autonome que nous produisons, toujours dans cette logique de la mécanisation de la riziculture, ce sont des planteuses à riz et des moissonneuses à riz. Nous sommes sans doute un des plus grands fabricants de moissonneuses en nombre dans le monde, mais moissonneuses à riz de petite taille, donc essentiellement vendues en Asie. Le volume de ces machines, c'est près de 50 000 unités. Donc 45 000 tracteurs et 50 000 automoteurs, 30 000 moissonneuses, 20 000 planteuses à riz. Donc il y a évidemment un besoin criant au Japon d'optimiser ces productions. Et en Asie, la population mondiale croît et il faut donc augmenter les capacités de production agricole pour contribuer à nourrir ces populations qui se développent. Alors, ça nous amène tout droit aux véhicules autonomes. L'automatisation du véhicule, pour nous, dans un premier temps, est au service de la production du riz, au service de la riziculture. Alors, comment Kubota approche ça? Alors, ça n'est plus réellement une vision pour nous, c'est une réalité, puisque nous sommes en train de développer 50 véhicules autonomes qui seront commercialisés en 2018 au Japon. Nous avons un agrément du gouvernement japonais pour faire ces pré-séries tout en respectant les normes et la législation. Et vous avez pu comprendre au fil des interventions précédentes que ça n'était pas encore très clair.
avant que nous puissions mettre des robots partout, il y a nécessité de sécuriser considérablement l'usage de ces robots. Donc c'est ce travail que nous avons fait et nous l'avons approché en partant de véhicules existants. La vision de Kubota aujourd'hui, c'est d'automatiser un véhicule existant, ce qui fait qu'il est toujours utilisable par un opérateur et peut fonctionner seul en autonomie. Simplement parce que, dans un premier temps, l'autorisation que nous avons est l'utilisation dans les champs. Donc il va bien falloir emmener le véhicule d'un point A à son lieu de travail. Et ça ne peut se faire que par un opérateur. Ensuite, quand il est dans le champ, on peut imaginer donc qu'il devienne un véhicule autonome. On y a pris toutes les sécurités nécessaires dans sa mise en œuvre. Et donc, nous avons décidé, au service de la rusiculture, de mettre 50 véhicules autonomes en marché début 2018, moissonneuses, planteuses à riz et tracteurs. Peut-être un petit film juste pour illustrer ça, de manière à ce que vous vous rendiez compte de quoi nous parlons. C'est le film qui a été fait, qui est accessible sur YouTube lors de la présentation de ces véhicules à notre réseau de distribution japonais, qui évidemment est associé à la mise en marché de ça. Of these vehicles. So if we can play this little film now to give you a better idea of what I mean. Donc vous voyez, c'est récent, hein, c'est janvier 2017. So this is very recent, January 2017. Donc le premier véhicule, c'est un véhicule avec tracteur, et ça répond un peu à la question de monsieur. It's an answer for you, Mr. On the first line. We can prepare the soil. To send something. To do whatever we want to do with it. Le tracteur choisi est un tracteur de 60 chevaux. C'est la puissance moyenne. Si on devait faire cette démarche en Europe, on prendrait un tracteur moyen, c'est-à-dire environ 150 chevaux, pour faire une comparaison avec l'Europe. Planteuses à riz, donc, ne sont pas des véhicules qu'on voit beaucoup dans nos champs, mais là-bas, oui. Et donc cette planteuse, elle est complètement autonome et automatisée, qui fait qu'elle est capable de calculer sa largeur de travail en fonction de la largeur de la parcelle pour terminer avec un semis sur bande complète. Une plantation plutôt sur bande complète. La moissonneuse est capable de fonctionner seule dans le champ et capable de détecter le moment où elle doit les vidanger et vidanger aussi en autonomie. Donc évidemment, quand la crémie est pleine, le batteur s'arrête automatiquement et elle se rend vers son lieu de vidange. Donc on peut imaginer en fait plein de combinaisons. Hein. Le véhicule peut être avec opérateur, sans opérateur. On peut imaginer dans un champ avoir plusieurs véhicules autonomes managés ou contrôlés par le même opérateur. Et on peut imaginer un véhicule autonome et un véhicule utilisé manuellement, de manière à optimiser les différentes tâches dans les champs. Donc nous avons présenté pour la première fois en Europe ce tracteur autonome à Agritechnica il y a 2 semaines, de manière à montrer quelque chose d'un peu concret sur la technologie et le développement de la technologie. Donc ça c'est l'axe agricole. Ensuite, on peut très bien imaginer évidemment dupliquer ce savoir-faire sur d'autres véhicules et les véhicules TP qui sont aussi une grande partie de notre business. Alors comment est-ce qu'on arrive à la création de ces véhicules autonomes? D'abord, c'est un travail qui a été fait en commun avec 4 acteurs qui se sont associés sur ce projet. L'Université du Kansas, qui a une partie recherche et développement sur les véhicules autonomes, et qui a notamment beaucoup contribué à la création du soft. Le deuxième acteur est un acteur japonais, Topcon, qui est spécialisé dans la réception des signaux et dans le traitement des signaux, notamment de type RTK. Le troisième acteur est aussi japonais, c'est celui qui va transmettre les signaux, les données. NTT, Nippon Telegraph Telephone, l'équivalent de Orange ou France Télécom si on remonte un peu plus dans le passé. Et enfin Kubota, qui évidemment est le maître d'œuvre et qui détient les véhicules à l'origine. Comment est-ce qu'on construit ça? Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est complètement géré par satellite? Est-ce que c'est un software complètement embarqué? C'est un mix des deux.
La base, c'est d'abord la création d'un software embarqué sur la machine et un contrôle de position par le système satellitaire qui lui transmet donc du signal RTK récupéré sur la machine qui donne un positionnement à 2 cm. RTK, tout le monde sait ce que ça veut dire. Je vous rassure, j'ai dû regarder aussi. C'est Real Time Kinetic, donc la capacité à déterminer une position en temps réel en allant se repérer sur différents satellites partout. Ensuite, ce qui fait fonctionner le véhicule autonome, c'est le soft embarqué à partir d'un système qu'on appelle FMIS, Farm Management Information Software. Et nous voulons en faire un élément de sécurité par un certain nombre d'agréments. Nous travaillons beaucoup à faire reconnaître ce système FMIS comme, pour ceux qui connaissent le sujet, la liaison Isobus qui existe aujourd'hui entre les véhicules, entre les tracteurs et les outils. Nous travaillons dans cette direction. Comment est-ce qu'on programme le soft sur ce véhicule autonome? La programmation, elle se fait comment? Avant de travailler, on va devoir planifier différentes choses. On va devoir planifier la forme du champ, la taille, sa longueur, sa largeur, de manière à ce que le système automatiquement calcule les déplacements possibles. Il va donc proposer à l'opérateur différents cheminements. L'opérateur va valider, ne pas valider, et travailler à optimiser ça. On peut aussi imaginer relever la périmétrie du champ avec le véhicule, qui va enregistrer la data et ensuite va calculer son mode de déplacement. Enfin, on va planifier donc les phases de travail, quel type d'outil on a derrière, quelle largeur de l'outil, quel est le régime de la prise de force, quel est le régime moteur auquel on doit l'utiliser, quelle est la vitesse de déplacement optimisé pour utiliser l'outil. Si vous travaillez avec une fraise rotative, vous allez travailler à quelques km/h. Si vous travaillez avec un outil à dents ou à disque, vous allez travailler beaucoup plus vite, et ainsi de suite. Donc on va évidemment rentrer toutes ces données dans la machine avant d'y aller. La profondeur de travail, toutes les données nécessaires au travail. Ensuite, quand vous avez fait tout ça, la machine saura se repérer seule sur le chemin et vous pouvez donc la lancer et la faire travailler. Comment est-ce qu'on contrôle la sécurité? Évidemment, avant d'avoir cet agrément avec le gouvernement japonais, nous avons dû justifier de la capacité du véhicule à protéger l'environnement dans lequel il va travailler. Éventuellement, protéger le véhicule, mais surtout l'environnement. Il fallait donc constituer les conditions de relever des obstacles proches, des obstacles lointains, des obstacles fixes, des obstacles en mouvement. Et donc, nos ingénieurs ont beaucoup travaillé et ont développé un système qui est une combinaison de sonar et scanner qui permet en tenter de complètement relever tout ce qui se passe dans la périphérie du véhicule. En plus de cette détection propre à l'engin, il y a évidemment un système de vidéo à 360 degrés qui permet à l'opérateur de voir tout ce qui se passe à partir d'un simple PC ou d'une tablette autour du véhicule. Enfin, pour le mettre en route, ce véhicule, une fois qu'il est à la bonne place, qu'il a le bon programme, vous avez soit un système de télécommande qui est relié par une carte SIM et des informations qui lui va vous permettre d'engager la fonction démarrage, la fonction arrêt et voire même l'action sur différents outils. Et l'autre possibilité, c'est la tablette ou le PC qui fait que vous prenez la main complètement sur le véhicule pour qu'il puisse se déplacer. Donc on peut très bien imaginer So you can imagine an operator managing 3, 4, or 5 tools. Each one is autonomous. This is not the rationale we had before. We had number 2, which is slave unto number 1. In other words, copying exactly what number 1 was doing. This is not the case. Here they are fully autonomous, and you can have various tractors operating autonomously with various implements. Quels sont les avantages? Évidemment, le travail de l'opérateur devient plus facile, le coût de la main-d'œuvre est réduit, un opérateur peut gérer plusieurs véhicules, il y a une plus grande efficacité dans la gestion énergétique de l'agriculture. Nous sommes tous dans une logique de l'optimisation dans toutes ces évolutions, quelles qu'elles soient, depuis des années. Nous cherchons à produire mieux et à produire plus, avec si possible moins d'intrants, moins d'eau, moins d'énergie, et avoir une production qui est de qualité. C'est vraiment les
logique là qui s'applique. Ensuite, eh ben, on va sans doute ne plus être dans la course à la puissance. Tout à l'heure, venait une question de dire, mais il y aura toujours des grosses machines, sans doute, il y aura toujours des grosses machines dans les champs, mais sans doute pas plus que nécessaire. C'est-à-dire la course au plus gros véhicule, à mon avis, s'arrêtera un jour ou l'autre, et l'objectif, c'est d'avoir le bon outil pour le bon usage, la bonne puissance, la bonne combinaison tracteur-outil, la technologie qui optimise tout ça, et à ce moment-là, on est dans des conditions de production qui sont les plus optimales. C'est en tout cas ce que l'on recherche là. Le système va s'améliorer au fil du temps. Non seulement nous programmons le véhicule pour qu'il travaille, mais il est ainsi conçu qu'il récupère de la data et de la donnée. Et donc automatiquement va préparer les passages suivants et va optimiser à chaque fois son travail. Évidemment, la notion de sécurité est normée. La norme ISO 18497, c'est une norme qui nous permet de reconnaître une forme de type humaine. C'est normé, c'est comme cela que nous avons réussi à faire fonctionner ensemble scanner et sonar pour détecter donc les obstacles, comme je l'ai déjà précisé tout à l'heure. Au-delà du véhicule autonome, ça va? Ça vous plaît ce véhicule autonome? Oui, vous suivez? Au-delà du véhicule autonome, Kubota travaille sur la gestion de la ferme à part entière, un peu comme une exploitation, comme une entreprise, comme, qui fait qu'on pourrait sans doute à terme imaginer, sans doute assez vite, un farmier manager ou directeur général d'une exploitation agricole qui lui va déterminer son planning de production, son planning de semis, son planning de récolte, enfin, comme on programme dans une entreprise, rentrer ces données dans un cloud et ces données peuvent être récupérées par un opérateur qui lui va faire fonctionner le matériel pour produire, pour récolter, pour semer, pour fertiliser, pour tout ce que l'on peut imaginer comme fonction. Et on peut imaginer y associer la maintenance de l'outil. En tout cas, notre vision est un peu dans cette voie-là et dans cette direction-là. Donc, c'est ce que nous appelons Kubota Smart Agri System. Donc là, on est sur des développements futurs, mais qui embarquent évidemment le robot. C'est bien au-delà du robot, c'est la volonté d'aller vers une solution globale plutôt que de mettre un focus sur un spot plus que sur un autre. Et enfin, quelque chose de très concret, puisque c'est commercialisé aujourd'hui, c'est ce que nous appelons le Tractor Implement Management. C'est là aussi la recherche d'optimisation, c'est la capacité à faire travailler de manière optimale un tracteur et un outil. Et nous avons donc développé et mis ça en musique sur un tracteur et une presse à balles. Le machinisme, c'est le secteur clé. On doit produire de manière optimisée, produire mieux, produire plus. C'est indéniable. Nous devons être plus efficaces, produire moins de CO2, moins de rejets dans l'atmosphère. Les émissions doivent être réduites pour améliorer notre cadre de vie. Nous avons un besoin croissant de main-d'œuvre ou d'efficacité économique, c'est-à-dire de la technologie d'automatisation. Alors pourquoi on a besoin de faire tout ça? Je le répète, améliorer et optimiser la production. Les fermes, sans doute, vont continuer à s'agrandir pour avoir un modèle économique de plus en plus rentable. La fameuse taille critique, dans les entreprises. Il y a des besoins en travailleurs saisonniers qui est aussi très important et qui est de plus en plus difficile à couvrir, notamment dans les villes pour faire les récoltes, ça devient problématique. Les zones rurales se dépeuplent, les machines sont de plus en plus technologiques et il faut évidemment de plus en plus de la main-d'œuvre qualifiée pour les faire marcher. Et il y a peu de disponibilité. Ça devient une évidence. Donc de compenser par la technologie ce que nous ne pouvons plus forcément assurer par l'humain. Notre focus se concentre sur l'opérateur, l'interface et le facile à utiliser. Pour nous, ça paraît essentiel. Faire des machines qui sont inutilisables, ça n'a pas vraiment de sens. Il faut que ce soit simple, efficace, performant.
highly efficient. Ça s'accompagnera de formation. Qu'est-ce que c'est que le team? C'est réduire le maximum d'opérations répétitives pour diminuer le niveau de fatigue et pour être plus performant sur la production et la tâche. Comme je l'ai entendu tout à l'heure dans une présentation, plus en fait on automatise, plus on gère par des systèmes automatiques, plus on limite le risque d'erreur. Because the machines are more efficient than humans. Donc en faisant ça, nous l'évitons. So if we do that, we can reduce the number évidemment of les errors. problèmes. And Donc we can on va also reduce the optimiser problems. moins de So temps we want to d'arrêt, meilleure optimize, there will be productivité less et une consommation downtime de carburant and less qui va de fait fuel être being limitée. consumed. Un tracteur et une presse à balles, comment ça marche ensemble? Tout d'abord, on va contrôler automatiquement le régime moteur du tracteur, le régime de la PTO, le contrôle de la vitesse et le contrôle des différentes commandes hydrauliques. Tout ça va devenir automatique. À partir de quel biais? Nous mettons sur la machine, en plus des différents capteurs, un détecteur d'andin que vous voyez en haut de la cabine. C'est quoi ce détecteur d'andin? C'est la capacité à repérer sur le sol quelque chose qui n'est pas plat, quelque chose donc qui est une surface, un andin. Et ce détecteur d'andin va avoir différentes fonctions, et notamment celui de faire le tracteur se guider tout seul sur l'andin. Donc l'opérateur ne touche plus le volant, la direction devient un commande électrique sur la machine, le tracteur va suivre de manière optimale cet andin. Ensuite, tout va s'automatiser. La dimension de la balle va déclencher l'arrêt de l'ensemble, va lancer le liage, va ouvrir la porte et éjecter cette balle. Voilà quelques photos qui montrent tout ça au travail. Évidemment, l'objectif, c'est une fois de plus de gagner du temps, d'optimiser et de produire dans les meilleures conditions. Le système que nous avons développé là réduit considérablement le nombre d'actions manuelles. Et évidemment, de fait, le risque d'erreur. Il permet au conducteur d'être essentiellement concentré sur l'essentiel, c'est-à-dire la production d'une récolte de qualité. Lorsqu'on conduit un tracteur ou une presse à balles dans un champ, un opérateur doit faire 8 opérations que je ne vais pas détailler là, mais que vous avez sous les yeux. Donc c'est 8 interventions manuelles pour faire une balle. On fait une balle toutes les 30 secondes environ. Avec le système que l'on propose, ces 8 opérations deviennent 3 opérations. Si on fait un petit calcul rapide, on va faire 40 balles en 1 heure. En situation de récolte, travailler 10 heures par jour, c'est assez courant pour les gens qui font ça. Et ben, en appliquant ce système-là, vous réduisez de 2000 opérations manuelles. Imaginez ce que ça représente sur une journée de travail pour un opérateur. C'est énorme. Et évidemment, c'est un des moyens d'optimisation. Quelques photos qui illustrent un peu tout ça. Là où vous voyez donc la direction qui est commandée à partir de la machine, ce qui fait que l'opérateur, lui, il est vraiment concentré sur les différentes tâches qui défilent sur l'écran de contrôle et ça lui permet de surveiller la machine. Quand la balle est à la bonne dimension, elle arrête l'ensemble, le liage se lance automatiquement et enfin, la porte s'ouvre, la balle s'éjecte et l'opérateur n'a qu'une chose à faire, toucher le petit levier orange à main gauche pour faire repartir l'ensemble. C'est la seule action qu'il a à faire. Tout le reste se fait automatiquement. Voilà un exemple concret de l'automatisation. Les autres machines autonomes vont arriver relativement vite. En tout cas, au Japon, elles arriveront dès le printemps prochain. Il me reste à vous remercier d'avoir écouté cette participation. Je suis à votre disposition pour les questions ensuite. Merci. Gérard, merci. On fera les questions à la fin. Donc, rejoins-nous. Merci pour cette intervention. Je fais une transition en français. Je pourrais la faire en autre langue, mais il y a beaucoup d'auditeurs français. Et puis, j'aime pas laisser souffler les gens à la traduction. Hein. C'est pas drôle,